Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite à ce que j'avais appelé le duel anxieux évitant. Alors que fait-on quand on est avec un évitant? Quel va être le devenir de ce duel? Passer du duel ou duo, est-ce possible? Alors c'est vrai, on parle souvent de l'évitant et de ses défauts, et donc je reviens rapidement dessus. Alors quels sont-ils justement ces défauts? C'est le fait qu'il ne montre pas ses sentiments. Il est très peu expressif sur ce qu'il ressent. Il donne peu de lui et il s'ouvre peu. L'autre aussi n'est pas sa priorité dans sa vie. C'est lui-même qu'il fait passer en premier. C'est vrai que ça peut frôler un peu l'égoïsme. En fait, il est très indépendant et il considère que c'est à l'autre de s'adapter à lui. Il souffle aussi le chaud et le froid. Il est inconstant. Il éprouve du déni, ou il montre plutôt du déni pour ce qu'il ressent. Il peut même aller jusqu'au rejet de l'autre, parfois. Il utilise aussi très souvent ce qu'on appelle le silence radio, et il a ce besoin d'enfermement dans sa grotte, un peu comme un ours en hibernation. Alors que c'est vrai que ce type d'attachement évitant dénote d'une certaine toxicité quand il s'agit d'être en relation amoureuse, en couple, et c'est parfois très difficile pour l'autre personne à vivre. Mais qu'en est-il de l'anxieux, qui est souvent justement la deuxième personne du duel? L'anxieux, lui, il a trop de démonstrations. Il démontre trop d'amour, ce qui peut devenir très étouffant pour l'autre personne. L'anxieux est quelqu'un de contrôlant. Il voudrait aussi que l'autre soit comme il l'a rêvé. Ce n'est pas un amour inconditionnel, puisqu'il attend un retour, il attend une reconnaissance et que l'autre comble ses manques. Ce qui fait qu'il met beaucoup trop de pression sur les épaules du partenaire. L'anxieux est aussi très émotionnel. Il ne pose pas justement de limites face à ses besoins, mais il se suradapte jusqu'à ce que la cocotte minute explose. Et ça, c'est jamais bon dans un relationnel. Au final, l'anxieux est aussi toxique pour l'autre. Dans ce duel, chacun entretient les peurs de l'autre et le style d'attachement toxique. Pour que ça change, il faut évidemment une prise de conscience, en premier lieu, des dysfonctionnements. Et en général, c'est l'anxieux qui va prendre conscience du dysfonctionnement en premier. Car l'anxieux a besoin d'analyser, il a besoin de comprendre et de trouver une logique aux choses. Il a aussi ce besoin de contrôle. Donc il va faire le travail d'introspection en premier. Il va se remettre en question, comprendre qu'il doit travailler sur ses blessures du passé, sur ses peurs, sur ses blocages. Et qu'il doit accéder à beaucoup plus d'indépendance et ne plus remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Qu'il doit aussi poser des limites et ne plus accepter l'inacceptable pour arrêter de souffrir. J'ai beaucoup étudié le profil évitant et les conseils qu'on donne pour séduire et garder un évitant. Alors pour résumer, ce qui attire un évitant, c'est une personne de haute énergie, positive, joyeuse, rayonnante. Une personne active dans sa vie, qui s'éclate, profite à fond. Une personne qui prend soin d'elle et qui est bien dans sa peau. Développer du charisme, c'est très attractif. Quand on est dans une énergie haute, qu'on profite de la vie, qu'on s'intéresse à de nouvelles choses, qu'on rayonne, on redevient quelque chose d'intéressant et de stimulant pour l'évitant. On n'est plus acquis pour l'autre. On redevient un défi. En gros, plus on met la pression à un évitant, plus il fuit. Plus on s'occupe de nous et que d'une certaine façon, on copie un peu son comportement par de l'indépendance et de la distance, eh bien, plus on l'attire. C'est dans cette distance que l'autre redécouvre nos qualités. Et il peut nous voir alors comme quelqu'un d'unique, différente des autres, donc attirante. Personnellement, j'ai pu vraiment constater que ça fonctionne. Quand l'autre s'éloigne, il faut faire la même chose. Il réagira en conséquence pour nous reconquérir. Dans les conseils qui sont prodigués, il y a le fait
de s'intéresser aussi à de nouvelles choses, ou même à des choses qui plaisent à notre autre. Sortir de sa zone de confort et le surprendre. Montrer qu'on a une vie active, kiffante. Il y a aussi d'autres conseils, comme jouer la carte du flirt, s'il revient vers nous. C'est-à-dire ne pas trop donner dans les rendez-vous, réussir à dire non ou à écourter les rendez-vous, le laisser un peu sur sa faim. Et évidemment jouer la séduction et même un peu la taquinerie. Chaque discussion doit être fun. Les moments passés ensemble doivent être de qualité, doivent être de haute énergie, de haute émotion. Et c'est ça qui provoquera un attachement de notre autre en lui procurant de belles émotions. Et nous, parallèlement, on contrôle les nôtres en n'étant plus en demande. La technique « Fuis-moi, je te suis » pour un compagnon qui a peur de l'engagement permet de garder chez notre autre de l'intérêt pour nous. C'est une technique qui entretient l'envie, la passion, l'attraction. L'autre, dans ces cas-là, peut faire des efforts pour que cela perdure, en tout cas pour un temps. Donc avec cette technique de « Fuis-moi, je te suis », on donne, mais pas trop, on retire, on redonne un peu, etc. Il y a justement le fait de parfois dire non à ses demandes, même si on a envie de lui dire oui. De ne pas répondre tout de suite à ses messages. De parfois mettre de la distance. Cette technique de « Fuis-moi, je te suis » est un art de séduction qui peut devenir une dynamique de vie. Mais il faut être capable de le faire sur le long terme. Et ça suppose beaucoup de contrôle de nous-mêmes. Ça suppose aussi d'avoir beaucoup travaillé sur nous, sur le contrôle de nos propres émotions, sur l'amour que l'on a pour soi, et sur le fait d'être capable de profiter de la vie seule, de ne plus être dans la dépendance à l'autre. Il faut que ce soit naturel et non forcé. C'est la seule solution pour du long terme. Alors c'est vrai que c'est aussi le but d'un travail de développement personnel. Donc c'est plutôt très positif. Ça peut fonctionner, mais ça suppose aussi des efforts par rapport à notre autre, comme justement garder cette distance et cette indépendance, ainsi que cette énergie haute. Ce qui veut dire ne pas parler de ses problèmes, de ses déceptions, de ses frustrations, et éviter la négativité. De plus, créer des moments de qualité, de séduction, va créer une forme d'attachement, c'est vrai, mais ça, ce n'est pas forcément de l'engagement. Ces techniques fonctionnent. Pour les avoir testées, je vous assure que cela marche. Mais il faut constamment éviter la lassitude de l'autre. Donc constamment faire des efforts de séduction, faire un ping-pong de stimulation amoureuse. Et ce n'est pas forcément très naturel comme fonctionnement. Enfin, ça dépend de chacun, ça à chacun de voir. Et c'est surtout assez fatigant sur le long terme. Il ne faut pas se perdre, en fait. C'est très important. Il ne faut pas perdre sa personnalité là-dedans. Oublier qui l'on est et ce qu'on veut. D'une certaine manière aussi, on retombe dans le même processus qu'avant. Il n'y en a qu'un qui s'adapte et qui fait des efforts. Le problème, c'est que quand un seul fait des efforts, cela devient vite toxique à la longue. Et trop s'adapter à une personne toxique ne l'amènera jamais à changer. Le flirt, ce n'est pas de l'engagement. Ce n'est pas ça qui fait un couple durable. Un couple durable suppose que l'on puisse compter sur l'autre, qu'il y a une entraide et un partage, autant dans le malheur que dans le bonheur. Un vrai compagnon, en plus d'être amoureux et un amant, doit pouvoir être un ami, un confident et le meilleur partenaire pour affronter les épreuves de la vie. L'engagement suppose aussi de faire des projets, donc d'avoir une vision à long terme. Et ça, ce n'est pas du tout dans le profil évitant, qui lui vit au jour le jour, profitant simplement des moments. Alors, quelle est la solution? Eh bien, il n'y en a qu'une. L'évitant doit prendre conscience de son attachement dysfonctionnel. Puis, il doit avoir la volonté de travailler sur lui pour s'améliorer, évoluer vers une version plus équilibrée de lui-même. Il doit comprendre que c'est à ce prix
qu'il pourra avoir des relations harmonieuses et durables. Le travail que l'anxieux a fait sur lui, l'évitant doit le faire aussi. Chacun reconnaît les obstacles, voit la toxicité de son comportement et se remet en question. Les deux protagonistes du duel travaillent ensemble, mutuellement, sur le problème. On ne peut pas transformer une relation tout seul. Comme on ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer, c'est à chacun de le décider. Mais c'est à ce prix et seulement à cette condition, quand les efforts de chacun sont équilibrés, que le duel devient un duo. Et là, on peut créer un couple fantastique, durable et indestructible. Dernièrement, je discutais avec un ami et je lui disais à quel point j'avais évolué ces dernières années. Il m'a répondu, pour lui, qu'il ne faut pas se changer, au risque de se perdre. Ok, mais quand les défauts que l'on a nous handicapent et nous gâchent la vie jusqu'à nous faire vraiment souffrir, n'est-il pas vital de travailler sur soi et de transformer ces défauts? Dans un couple, c'est la même chose. On dit qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer et qu'il ne faut pas non plus changer pour l'autre. Mais quand les dysfonctionnements sont tels qu'ils nous font souffrir au plus haut point, que faut-il faire? Perdurer dans la souffrance? Quitter l'autre malgré l'amour qu'on lui porte? Ou essayer chacun de s'améliorer, de corriger nos comportements inadaptés afin de laisser une chance au couple de fonctionner? Je ne vous donnerai pas de réponse universelle, car chacun a son libre arbitre. Mais évitez quand même de rester dans la souffrance, car elle ne s'atténue pas avec le temps, au contraire. Donc il ne reste que deux solutions, le travail ou la fuite. Attendre que l'autre change est un espoir toxique. Oui, ça pourrait être tellement simple si ça arrivait. On pourrait être heureux. Mais ça ne change pas par magie, par l'amour, par le temps ou la patience. C'est une question de conscience, de responsabilité et de volonté. Le problème se pose quand vous êtes face à quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts, qui refuse de se remettre en question, qui repousse d'emblée toute idée de travail sur lui et d'évolution, qui considère qu'il n'a rien à changer. Quand par le passé vous vous êtes suradapté pour cette personne afin que la relation survive et qu'aujourd'hui cette même personne refuse le moindre effort de travail sur lui, je suis désolée, ce que je vais dire va peut-être faire un peu de peine à certains, mais c'est perdu d'avance. Il n'y a pas d'espoir, il faut arrêter là. Et la meilleure chose à faire est de le réaliser le plus tôt possible, ne pas rester dans le déni de l'évidence et l'attente désespérée. Bien sûr qu'il faut être flexible et tolérant et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, voire même aimer ses défauts. Mais pas quand il y a un dysfonctionnement de l'attachement qui va complètement à l'encontre de la notion de couple. Quel est l'intérêt de s'acharner à être avec quelqu'un qui refuse tout du couple, l'engagement, les projets, les sentiments? C'est peine perdue et ce sera source de beaucoup de souffrance. Oui, il n'y a pas plus difficile que de quitter quelqu'un qu'on aime devant l'évidence que la relation est impossible. Mais l'amour de soi doit être plus grand. Et il n'y a rien de plus merveilleux qu'un couple qui a su travailler et trouver une harmonie en dépit des failles de chacun. Mais pour cela, il faut être deux à le décider. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai suite à cette vidéo en revenant sur ce duel anxieux évitant, mais d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Donc à très vite. En attendant, priorisez-vous. L'amour, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas à créer une relation durable. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous envoie de belles pensées d'amour et de lumière en ce début d'année 2025.